chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées. Vous êtes bel et bien à l'émission Ma nourriture, ma santé. Je rappelle que cette émission est réalisée en collaboration avec la Fondation Revie. La Fondation Revie qui est située donc à Balcuy. C'est cette fondation-là qui met à la disposition de la population des produits purement et simplement bio. Alors, nous parlons de cette thématique. Danger des additifs alimentaires et alternatives locales plus saines. Et pour en parler justement, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le docteur Roger Dakio, docteur en biochimie alimentaire. Docteur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci. Et vos activités, ça se passe bien? Oui, ça va très bien. Et chez vous ici? Nous rendons grâce à Dieu. Super. Docteur, qu'entend-on par additifs alimentaires et pourquoi sont-ils utilisés dans les aliments? Ok, merci bien. Permettez-moi de dire quand même merci à la télé et surtout merci aussi à la Fondation Revie qui œuvre évidemment pour une alimentation plus saine et surtout bio. Pour revenir à votre question, on parle d'additifs alimentaires lorsque toute substance évidemment utilisée en complément, comme le nom même le dit, additif, pour la transformation des aliments dans un but technologique. Donc la substance, si on dit substance ou bien tout produit si vous voulez, en langage plus simple, est utilisé pour un but technologique, soit dans la production, soit dans la transformation, soit dans le stockage ou même l'emballage. Un peu pour être plus explicite, quand on parle de buts technologiques, c'est surtout pour répondre un peu à des buts de conservation, de coloration, de goût, etc. Donc c'est vraiment pas pour améliorer la qualité nutritionnelle. Donc c'est un peu ça les additifs alimentaires. D'accord. Et quels sont justement les différents types d'additifs alimentaires que l'on retrouve le plus souvent dans les produits alimentaires? Ok, merci encore. Il faut dire que avant de donner les types les plus récemment rencontrés dans les produits alimentaires, on va peut-être faire une petite classification. Puisque quand on parle d'additifs alimentaires, il faut savoir qu'il y a les additifs naturels qui sont issus des plantes, qui sont issus aussi des micro-organismes qui sont vraiment bio, si on veut bien les savoir. Et puis il y a les additifs synthétiques qui sont synthétisés en laboratoire. Il y a ces deux types de classifications là. Dans les additifs synthétiques, on aura une classe qui est évidemment qui répond un peu aux additifs naturels. Ça veut dire qu'ils ont un analogue qui existe. Ça veut dire qu'ils ont un additif qui existe déjà dans la nature, mais on a essayé de reproduire cet additif là en laboratoire. Par exemple, on prend le cas de la curcumine qui provient du curcuma. Vous voyez un peu la couleur. Donc c'est la couleur qu'on recherche souvent. Mais comme on connaît la molécule qui est responsable, ça veut dire la substance qui est responsable de cette couleur là, on essaye sur le plan biochimique de retrouver sa structure, et lorsqu'on a la structure, on peut resynthétiser ça en laboratoire. En ce moment, on va avoir la curcumine qui peut être d'origine naturelle, mais on peut avoir la curcumine qui peut être synthétique. Maintenant, pour revenir un peu à la question, il faut le dire, les additifs les plus utilisés, c'est entre autres d'abord les conservateurs. Vous savez très bien que pour conserver les aliments, c'est pas toujours aisé, surtout dans nos conditions, il fait vraiment chaud. Donc les industriels usent, en tout cas, en utilisant évidemment les additifs alimentaires pour prolonger la durée de conservation de leurs produits. Donc ils utilisent des additifs. Et les plus souvent, ce sont les additifs chimiques qui sont utilisés parce qu'ils sont plus stables. Les additifs naturels, comme vous savez, c'est extrait des sources naturelles. Mais les additifs chimiques sont souvent plus stables. Donc c'est eux qui sont plus utilisés. Après les conservateurs, on a les colorants. Si vous passez dans les rayons de certains supermarchés, vous allez voir les mêmes produits avec plusieurs colorations différentes. C'est exactement des colorants qu'on utilise. Donc ils sont beaucoup utilisés aussi dans les produits alimentaires. Après, on peut ajouter ce qu'on appelle les exhausteurs de goût. Les exhausteurs de goût, c'est quoi? C'est ceux qui apportent une touche au niveau de la saveur, pour donner en tout cas un goût recherché, une saveur recherchée.
et ainsi de suite. Il y a beaucoup plus de classes, mais ce sont vraiment les plus utilisées. Sinon, selon la classification du Codex Alimentarius, qui réglemente un peu l'alimentation au niveau mondial, puisque c'est un organisme de la FAO et puis de l'OMS, il y a jusqu'à 24 classes. Mais vraiment, les plus utilisées, c'est ce qu'on a cité. Sinon, il y en a d'autres, les antioxydants, les acidifiants, etc. etc. On a par exemple le cas du yaourt, hein, docteur. Oui, il y a le cas des yaourts. On utilise les additifs pour stabiliser les yaourts. Voilà, parce que vous savez que si on laisse les yaourts comme ça, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, vous allez voir des yaourts, même pas à température de réfrigération, qui se conservent. Bon, c'est en tout cas l'effet des additifs alimentaires. Exactement. Et c'est très dangereux pour la santé de l'homme. Oui, il faut dire que en tout cas, les additifs alimentaires, avant même de parler de la dangerosité, je vais essayer de définir un terme qui va permettre de mieux comprendre cette notion-là. Puisque déjà, quand quelqu'un met en place un additif alimentaire, surtout les additifs chimiques, puisque comme je l'ai dit, la plupart sont synthétisés chimiquement, même si ça existe dans la nature. Comme on sait que la production, l'extraction, c'est plus coûteux, donc les gens passent souvent par la synthèse chimique. Voilà, donc si on synthétise un additif alimentaire, si c'est réglementaire, hein, voilà, parce qu'on va revenir. Il faut préciser. Voilà, on va revenir. Si c'est réglementaire, il faut passer par le codex pour que ce soit parmi les additifs autorisés. Là, il y a toute une procédure. Voilà, il y a un comité qui est au sein de la FAO et puis de l'OMS qui va analyser selon la procédure. Vous faites des études toxicologiques pour montrer jusqu'à quel seuil votre additif est dangereux. Et à partir de là, on fixe ce qu'on appelle la dose acceptable. Et cette dose acceptable, ça dit c'est au-delà de cette dose, pour les différents additifs alimentaires, on peut être exposé à des dangers. Selon les types d'additifs alimentaires, ça peut être des dangers liés au cancer, des dangers liés à l'obésité, etc., etc. Donc, quand on fixe cette dose, c'est à partir de cette dose maintenant qu'on va essayer de répartir par jour ce qu'il ne faut pas consommer, ce qu'il ne faut pas dépasser en termes de consommation pour ne pas être exposé tout au long de notre vie. Donc, c'est ce qu'on va appeler la dose journalière admissible. Cette dose, ça veut dire que si tu consommes en tout cas des quantités inférieures à cette dose, jusqu'à la fin de ta vie, normalement, selon les études, tu ne dois pas avoir des risques de santé liés en tout cas à cet additif alimentaire. Donc en réalité, c'est la consommation excessive même qui pose en fait problème. Évidemment, voilà. Donc j'allais y revenir parce que tout ça c'est lié aussi au poids corporel et puis voilà, puisque dans les calculs de la dose, il y a le poids corporel qui intervient. Voilà, c'est la consommation excessive. Et malheureusement, des études ont montré que près de 78% des produits industriels utilisent évidemment des additifs synthétiques. Donc, ce qui fait que, et une autre étude a précisé que dans ces 78%, il y a plus de 53% qui utilisent au moins 3 additifs en même temps dans les mêmes produits. Donc, quand on fait l'effet cumulatif de tous ces additifs et de tous les produits qui contiennent les additifs que nous consommons, souvent ça devient problématique, ça commence à poser évidemment ce problème-là. Sinon, vous allez voir, puisque souvent quand on parle des additifs, les gens n'en prennent pas conscience comme ça, parce que tu consommes aujourd'hui, demain tu n'as pas de problème. Tu peux consommer 1 an, 2 ans. C'est comme j'ai dit, ce sont des substances chimiques. Lorsque vous les consommez, ils sont stockés au fur et à mesure jusqu'à atteindre un certain seuil. S'ils atteignent ce seuil qui est la dose maximale normalement que vous ne devrez pas dépasser, ça va commencer à devenir vraiment dangereux. Voilà. Donc c'est vraiment la consommation excessive et sur le long terme qui provoque vraiment beaucoup de problèmes de santé. Voilà. Et comment reconnaître justement un produit alimentaire qui contient des additifs alimentaires, docteur? Ok, il faut dire déjà, je parlais tantôt des 24 classes d'additifs alimentaires selon le Codex Alimentarius. Il faut dire, pour reconnaître un additif, en tout cas on a codifié pour que si les industriels l'utilisent légalement, comme je l'ai dit, on va y revenir évidemment. Donc s'ils l'utilisent légalement, pour qu'ils puissent marquer, il y a des codes qui sont là. Quand vous voyez E, suivi de 3 chiffres sur un emballage, ça veut dire que c'est un additif. Vous allez voir par exemple le E250, c'est un additif.
Vous voyez le E500, le E100, ce sont des additifs. Par exemple, pour la classe des colorants, c'est tout ce qui est E100 jusqu'à 199. Donc si vous voyez, ça veut dire que c'est un colorant qui a été utilisé dans les produits. Voilà. Et les E200, ce sont les conservateurs. Les E300, ce sont les acidifiants, etc., etc. Donc un peu, si vous voyez un E suivi de 3 chiffres, sachez en tout cas sur une étiquette ou un emballage, voilà, c'est un additif alimentaire qui a été utilisé. Ah oui. Docteur, parlons à présent des normes qui encadrent justement l'utilisation des additifs alimentaires. Voilà, donc c'est ce que je disais tantôt au niveau de l'OMS et de la FAO, qui sont l'OMS c'est surtout pour la santé, la FAO c'est l'alimentation et l'agriculture. Donc ils ont un comité connexe qui est le Codex Alimentarius. Et là, il y a un comité à l'intérieur qu'on appelle les JECFA, donc les GFK, qui est un comité d'experts pour les additifs alimentaires. Normalement, ils ont édicté une norme générale qu'on appelle la NGA, la norme générale sur les additifs alimentaires, voilà, qui retrace la liste de tous les additifs reconnus, voilà, et les doses à ne pas dépasser. Donc normalement, les industriels normalement devraient en tout cas se servir de cette norme-là pour la transformation des produits à telle enseigne qu'ils ne puissent pas ajouter des doses qui soient en tout cas dommageables pour le consommateur. Mais est-ce qu'ils suivent vraiment cette réglementation? Voilà, donc c'est là on allait en venir parce que déjà, il y a des additifs qui ne sont pas autorisés, qui sont sur les marchés. Première chose, vous allez aller vérifier sur la liste du codex, vous n'allez pas les retrouver. Ça veut dire que c'est vraiment proscrit, mais ça est sur les marchés. Surtout chez nous, bon, dans certains pays, il y a encore un contrôle où on essaye en tout cas de poursuivre, de détecter ces additifs-là et puis de savoir ceux qui les mettent sur les marchés. Mais chez nous, en tout cas, pour le moment, c'est pas trop développé, même s'il faut reconnaître que les structures comme l'ANSEAT, ils essayent de faire des efforts. Voilà, donc, il y a ceux qui ne sont pas d'abord autorisés. Et puis en plus, parmi ceux qui sont autorisés, voilà, déjà, si vous prenez sur les étiquettes, vous n'allez pas voir la quantité qu'ils ont utilisée. Voilà. Souvent, on ne sait pas, le consommateur ne peut pas savoir évidemment quelle quantité il consomme. On va juste mentionner E250, E125, mais le consommateur ne sait pas, il ne connaît même pas la DGA, dont je parlais tantôt, la dose journalière admise. Il ne connaît pas la quantité qui est mise dans l'aliment. Et en plus de ça, souvent, quand vous prenez les étiquettes, il faut être vraiment très minutieux pour les retrouver parce que c'est écrit en caractères minuscules. Voilà, et ils vont mettre que c'est riche en grand caractère. Mais si vous ne faites pas attention, vous n'allez même pas voir les E et quelques. C'est vraiment souvent mis très petit. Donc il faut vérifier et puis en tout cas pour pouvoir savoir évidemment quel additif est là. Mais en termes de respect de ces quantités-là, voilà, souvent le contrôle en tout cas n'est pas très optimal. Et que deviennent les additifs alimentaires une fois dans notre organisme? Ok, donc déjà il faut le dire, les additifs sont incorporés aux aliments. Bon, je ne vais pas prendre un exemple pour ne pas faire de discrimination. Voilà, donc quand vous consommez un aliment donné, on a tous vu, ça passe par la digestion et voilà, les nutriments sont répartis dans l'organisme. Les additifs faisant partie intégrante des aliments puisqu'ils sont incorporés volontairement, puisqu'on les ajoute volontairement. Normalement, c'est à faible dose. Oui, non, c'est ça la définition. Normalement, on les ajoute à faible dose volontairement pour juste répondre à une fonction technologique, comme je le disais. Voilà, donc, lorsqu'ils passent dans la digestion, tous les nutriments seront séparés. Voilà, les nutriments, le glucose, tout ce qui est comme vitamines et autres, vont être utilisés par l'organisme. Mais la plupart des additifs chimiques, comme ils sont des synthèses chimiques, ne vont pas forcément rentrer dans les métabolismes, ils vont être stockés. Voilà. Donc, ils vont être stockés. Donc, au fur et à mesure que vous consommez, ils vont être stockés. Donc, à une certaine quantité, comme je le disais, si ça dépasse la quantité maximale qui a été fixée, voilà, pour l'additif, en termes de toxicité, là, ça commence à interagir maintenant avec l'organisme. Première interaction, c'est d'abord au niveau
de ce qu'on appelle les microbiotes intestinales. Les microbiotes, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aussi la flore intestinale. Autour de nos intestins, il y a un environnement de micro-organismes utiles, voilà, qui sont là-bas, des êtres, en tout cas, des micro-organismes qui sont utiles, qui assurent un certain équilibre autour de l'intestin. Voilà. Donc, si on a une accumulation de certains additifs alimentaires, il va désorganiser cet équilibre que les micro-organismes créent. Donc, ils vont détruire ce qu'on appelle les microbiotes intestinales. S'ils arrivent à détruire ces microbiotes intestinales, donc ça va créer souvent une inflammation, ça veut dire des douleurs, ça va appeler chaque fois les cellules qui défendent l'organisme à être en activité permanente, parce que l'équilibre n'est plus là. Donc, c'est comme s'il y a un danger, et ces cellules-là essayent évidemment d'être en alerte. Donc ça crée une inflammation, ce qui va provoquer entre autres un vieillissement, parce que les cellules sont constamment sollicitées, en tout cas pour cette veille. Donc ça crée d'abord le vieillissement. Le deuxième processus, c'est la perturbation endocrinienne. Il y a ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Ça veut dire quoi? Ce sont des substances, ce n'est pas seulement les additifs alimentaires, mais il y a une grande partie des additifs chimiques alimentaires qui jouent le rôle de perturbateurs endocriniens. Ça veut dire qu'ils vont influencer le fonctionnement de certaines hormones au sein de l'organisme. Voilà. On prend par exemple les hormones de reproduction. Bon, entre autres, on peut citer la testostérone, l'oestrogène, la progestérone. Donc, s'ils arrivent à influencer le fonctionnement de ces hormones-là, donc ça va créer ce qu'on appelle souvent un désordre métabolique. Voilà. Un désordre métabolique, et ce qui peut conduire évidemment à des maladies métaboliques, à des problèmes de fertilité, ainsi de suite, le diabète. Donc c'est vraiment la résultante, en tout cas, de ces déséquilibres qui va se former aussi autour des hormones qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Donc il faut aussi dire que ces perturbateurs-là ne sont pas seulement les additifs alimentaires, mais ils contribuent vraiment à une grande part. Alors, quels conseils pratiques donneriez-vous aux familles pour justement réduire leur consommation d'additifs sans pour autant, en tout cas, bouleverser leurs habitudes alimentaires? Ok, merci encore parce que ici, il faut le dire simplement, hein, si vous partez dans certains pays qui nous ont dévancés dans la production des additifs alimentaires, les gens sont en train de retourner à ce qu'on appelle les bio. Ouais. Voilà. Si vous partez dans les pays occidentaux, il y a beaucoup qui retournent au bio parce que les produits ultra transformés, évidemment, c'est que ce n'est pas les biais des additifs alimentaires qu'on arrive à les conserver, qu'on arrive à leur donner une texture, une saveur, une senteur. Voilà. Donc, on montrait quelque part les limites parce qu'il y a beaucoup de nouvelles maladies qui apparaissent, qui sont plus ou moins associées aux additifs alimentaires. Donc aujourd'hui, ce qu'on conseille vraiment aux familles, autant que faire se peut, c'est de retourner au bio. Voilà. Et quand je parle de bio, c'est pas seulement le local. Il faut encore améliorer même le local parce que souvent quand on dit bio, les gens pensent que c'est ce qu'on produit. Oui, c'est bien, c'est déjà ce qu'on produit, mais dans des conditions biologiques où on n'utilise pas des substances chimiques, des pesticides et autres. Si on utilise tous ces éléments, ça dénature un peu le bio. Donc c'est vraiment de nous inviter à utiliser surtout le bio. Et c'est en ce sens que je vais vraiment reconnaître l'apport de la Fondation Révi, qui intervient vraiment dans ce domaine-là. Ils produisent beaucoup de bio. Et voilà, à partir des ressources locales, ils essayent de faire des formulations sans utiliser d'intrants chimiques. Et vraiment, quand vous goûtez à leurs produits, la dernière fois on était à un panel, après on a goûté, on était tous ébahis. Wow. On se demandait, mais ils ont utilisé quoi? C'était naturellement bio. Ça veut dire que c'est possible. Oui. Voilà, donc pour ceux qui ont l'occasion, ils peuvent les rendre visite. Je pense que vous avez donné leur position. En tout cas, ils ont... donc à Balcuit. Ok. Donc vraiment, c'est un grand centre qui œuvre en tout cas. Ils ont du moringa, ils ont des champignons, très bien. du poulet. C'est ça. Il y a également le poisson. Et on précise que tout est bio. Évidemment. Tout est bio. Évidemment. Donc c'est déjà en tout cas de s'inspirer de ce qu'ils font et surtout consommer les produits aussi et appeler plusieurs personnes, ceux qui le peuvent, en tout cas produire le bio davantage.
Parce que, comme je l'ai dit, les aliments hyper transformés, peut-être qu'on ne peut pas les éviter, mais il faut vraiment réduire. Parce que l'effet cumulatif des additifs alimentaires est associé à beaucoup de risques sanitaires. Ah, oui. Récemment, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a dit à Ouaouia que manger local est plus sûr pour la santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, merci beaucoup. De passage, je voulais dire merci en tout cas aux autorités du pays, à la tête le camarade président Ibrahim Traoré, en tout cas pour la vision de la production locale, la vision de l'endogénéité. Donc il faut reconnaître que c'est déjà un pas, voilà, en tout cas vers le bio. Déjà quand on va local, on sait déjà ce qu'on consomme. Ah, oui. Même si on peut avoir des limites en utilisation des pesticides, au moins on sait ce qu'on consomme. Et en tout cas, dans ce sens, voilà, ce qu'on pourrait vraiment suggérer davantage, c'est qu'on tende vers le bio, local et surtout bio. Et je pense que c'est possible. Voilà, j'ai visité souvent la Fondation Revue, ils font des productions et vous allez voir qu'ils arrivent à produire en masse avec le bio. J'ai vu la dernière fois un poulet qui m'ont présenté, un poulet de 3 mois. Ben, si on ne vous dit pas qu'ils ont utilisé des hormones issues non, vous n'allez pas croire. C'est totalement bio. Ça veut dire que c'est possible. Voilà, peut-être qu'il faut encore davantage stimuler les gens, en tout cas dans ce sens-là. Et surtout pousser aussi la recherche parce qu'ils sont accompagnés par les chercheurs du CNRSC, en l'occurrence le DTA, le département de technologie alimentaire pour les transformations alimentaires. Donc si on peut davantage accompagner la recherche dans ce sens-là, de la production du bio, augmenter en tout cas les rendements en utilisant toujours bio, ça va être l'idéal. On espère en tout cas que le message est passé. Docteur, nous sommes à la fin de l'entretien. Quel est votre mot de fin? Ok, merci déjà. Avant de dire mon mot de fin, c'est de dire merci à la télé parce que faire passer des émissions comme ça, c'est vraiment important. Voilà, parce que souvent, nous aussi, on est dans notre coin, on ne communique pas beaucoup. Voilà, et dire aussi que c'est un phénomène qui est là et nous sommes tous exposés, moi y compris. Voilà, donc mon mot de fin, c'est de dire aux gens, notre nourriture, c'est notre premier remède. Voilà, c'est notre premier remède. Je pense que, évidemment, on peut faire beaucoup d'efforts. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si on pense que cela n'est pas un problème, on peut consommer, peut-être moins cher, je ne sais pas, mais demain, on va aller dépenser plus cher pour se soigner. Donc, évidemment, c'est pour inviter les uns et les autres. En tout cas, la première chose, évitez beaucoup de E. En tout cas, lorsque vous payez vos produits. E avec les 3 chiffres. Les E avec les 3 chiffres. Voilà, s'il y a beaucoup de E, ça veut dire que voilà, il peut y avoir beaucoup de risques associés. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire comme mot de fin. D'accord, merci bien docteur. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevions sur ce plateau le docteur Roger Dakio, docteur en biochimie alimentaire, et nous avons parlé donc de cette thématique-là, danger des additifs alimentaires et alternatives locales plus saines. Merci à vous en tout cas d'être passé sur ce plateau, docteur. Nous disons également merci à toute l'équipe technique. C'est tout pour ce nouveau numéro de votre émission dénommée Ma nourriture, ma santé. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. On se dit bye bye et à très bientôt.